je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour, bienvenue sur Raisin d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Roussel, meilleur jeune apprenti de France en sommellerie. Je l'ai dit dans le bon ordre. C'est parfait. Super. Et Dimitri, tout simplement, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais te demander de te présenter. Avant toute chose, j'aimerais te remercier Nicolas pour cette belle invitation, permettre de mettre les valeurs de la sommellerie en avant. Et donc pour me présenter, je suis Dimitri Roussel, j'ai bientôt 24 ans, j'officie au Pavillon Le Doyen, le restaurant Aleno Paris, donc le restaurant 3 étoiles du chef Yannick Aleno. Et j'ai la chance depuis le mois d'octobre d'avoir obtenu le titre de meilleur apprenti de France en sommellerie. Voilà, je suis très heureux et fier d'avoir amené cette belle médaille au sein du groupe Aleno. Et je te remercie encore une fois de cette invitation. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Écoute, moi, je trouvais que c'était intéressant de t'inviter aujourd'hui pour parler un peu de ton parcours, de la passion du monde du vin, mais aussi du métier de sommelier. Super. Et on va commencer par la fameuse question que pas mal de jeunes amateurs ou de novices se posent. C'est quoi la différence entre un sommelier et un œnologue ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, un œnologue, il va souvent travailler dans les domaines. Par exemple, il va vraiment construire le vin, si c'est pour résumer. C'est-à-dire qu'il va le peaufiner, il connaît son terroir, il connaît ses vins, et le but va être de réaliser le vin. Et nous, le sommelier, on va jouer le rôle de la transition. On va, à travers cette bouteille que l'œnologue a réalisée, la vendre à nos convives, à travers une histoire, ou vraiment faire vivre un moment à notre clientèle. Donc vraiment, pour différencier les deux, l'œnologue va construire le vin, et nous allons le vendre auprès de nos convives. Ok, bon, ça me paraît très clair. Et maintenant, vous n'avez plus d'excuses si vous vous trompiez jusqu'ici entre œnologue et sommelier. Eh ben, est-ce que tu peux commencer peut-être à parler éventuellement du début de cette passion ? Comment est-ce qu'elle elle est née, en fait ? D'où elle vient ? Est-ce que c'est familial ? Avec grand plaisir. Alors, j'avais mon grand-père qui faisait énormément le tour des vignes. C'était un passionné de vin. À table, on avait toujours une belle bouteille et c'était vraiment des produits qu'il voulait mettre en avant. Et j'ai également un frère jumeau qui avait 1 an de plus dans les études et qui a commencé la sommellerie, donc tout était lié à peu près. Et donc, en fait, c'était avant tout une passion et on s'est dit, pourquoi pas faire cette passion notre métier ? Et donc, on s'est lancé dans des études de sommellerie. Donc, voilà comment cette aventure a commencé. Ok, donc la passion, elle te vient un peu de ton grand-père, de cette bouteille dégustée un petit peu pendant ton enfance. C'est quoi tes beaux souvenirs, on va dire, de dégustation de cette époque-là ? Je me rappelle, il aimait beaucoup les vins de Loire. Il Ouais. m'avait fait goûter des chenins qui étaient extraordinaires. Malheureusement, j'étais encore jeune. Pour moi, le vin, c'était un alcool comme un autre. C'était sur la table. Mais je savais toujours que pour lui, c'était un moment d'émotion. Quand il prenait les clés de la cave, qu'il descendait, allait chercher la bouteille. Bon, il y avait comme il me disait, des fois, je comprenais pas. Il me disait, alors ça, c'est un millésime, pas prêt à boire. Ça, c'est bon. Ça, faut attendre un peu. Moi, j'avais 16, 17 ans. C'était très compliqué de prendre le recul sur ça. Et maintenant que voilà, j'ai commencé le vin, je me dis qu'en fait, c'était juste des moments de partage incroyables. Et le vin, pour moi, c'est ça, c'est le moment de partage avec sa famille, ses amis, mais aussi avec ses convives à table. Et je le remercierai toujours de m'avoir transmis cette passion. Oui, donc c'est un peu cet élément progressif qui a déclenché la passion du vin, quoi. C'est ça. Donc en fait, fur et à mesure, on a construit cette passion. Donc mon frère a été le premier à se lancer dedans. Et il m'a juste dit, c'est incroyable, vas-y, fonce. Et donc je l'ai suivi, donc 2 jumeaux qui font le même métier, c'est toujours amusant, Ouais. surtout quand on nous voit à côté. Mais ça, je pense que ça nous a énormément aussi renforcé, déjà qu'on était très proches. Et donc ça prouve encore que le vin forge aussi des amitiés. Et du coup, la formation, vous l'avez faite au même endroit tous les deux ? C'est ça. Alors en fait, aujourd'hui, pour être sommelier, il y a plusieurs parcours. Ouais. Je pense que le plus classique en France, ça va être la mention complémentaire sommellerie. Donc c'est un diplôme qui se passe sur 1 an. Elle peut se faire en initiale ou en alternance. Donc initiale, ça veut dire à travers des stages. On va beaucoup plus apprendre à l'école. Et alternance, vous avez souvent par exemple 2 semaines entreprise, 1 semaine école. Ça peut différencier des endroits. Et ça permet vraiment, ou à l'école, on va vous apprendre les bases sur les régions, sur les autres alcools, les autres boissons également. Et en apprentissage, permettent aussi de les mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment le diplôme le plus classique, on va dire, en France. Il y en a un deuxième, c'est ce que je fais actuellement, c'est un brevet professionnel en sommellerie. La différence va être que ça ne se passe pas sur 1 an, mais sur 2 ans. Sur ces 2 ans, vous avez des voyages en vignoble.
ce qui est vraiment très intéressant. C'est à peu près 4 à 5 voyages par an. Donc on essaye de faire à peu près toutes les régions, vraiment la Bourgogne, le Bordelais ou alors la vallée du Rhône. Et on va demander en brevet professionnel d'être un peu plus précis, que ce soit sur les appellations ou la législation, mais également on va voir davantage les pays extérieurs, surtout européens, comme par exemple l'Italie, l'Allemagne qui font des super choses maintenant. Et donc c'est vraiment les 2 diplômes de base. D'accord. Ensuite, à tout âge, on peut faire des formations. La plus connue aujourd'hui est le OneSet, qui se fait en plusieurs niveaux, qui est super bien fait, vraiment. Vous vous inscrivez, vous recevez l'ensemble des documents à la maison que vous travaillez. Et ensuite, on vous donne rendez-vous dans des centres de formation pour revoir quelques points et passer le diplôme. Et en fait, c'est comme une certification. Et la dernière option que beaucoup de sommeliers ont fait et qui est superbe, c'est autodidacte. Ça veut dire, je suis passionné de vin, j'ai envie d'en faire mon métier, je vais m'acheter des livres, je vais me renseigner sur Internet et je vais me former moi-même. Et je connais des super sommeliers qui l'ont fait. Je prends l'exemple aussi de Quentin Loisel, qui est le chef sommelier du Jules Verne, qui a commencé comme ça et qui après la suite fait des formations pour vraiment se préciser sur différents éléments. Et je pense que c'est, qu'importe la voie qu'on prend, si on est passionné par ce métier, on arrivera au but d'être sommelier. Oui, donc il y a 2 messages, moi j'ai trouvé. C'est d'un côté, peu importe l'âge. Ouais, c'est ça. Et de l'autre, peu importe la voie. Il y a plein de manières en fait de le devenir. Mais du coup, on peut se revendiquer sommelier à partir de quel moment? À partir du moment où on a eu un diplôme, à partir du moment où on a un rôle dans un restaurant? Quel est le... Je pense que déjà, quand on dit qu'on est prêt, qu'on a déjà un bon recul sur le vin, qu'on arrive à répondre aux différentes questions qu'on nous pose, ou vraiment on est assez fier de nous, on pense avoir un bon niveau. Ensuite, quand on va arriver dans un restaurant et postuler, on va commencer par exemple commis, on doit faire ses preuves, et c'est là où le responsable ou le directeur va nous dire vous êtes prêt à être sommelier, vous pouvez y aller, allez-y. D'accord. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Après, dans certains restos, pas besoin. Voilà, moi j'ai des amis qui sont passionnés de vin, qui aujourd'hui ont des super postes de sommelier. Et en fait, vu qu'ils avaient déjà de super connaissances, on leur a fait confiance dès le début. Vous savez parler de vin, vous êtes passionné, donc en fait, ça peut tout simplement bien se passer. Je pense qu'en fait, tout dépend du lieu où on va. Mais je pense qu'avant tout, c'est savoir où on va, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et si on veut être sommelier, comme je disais, à un moment, on se sent prêt. On se sent prêt à transmettre ses émotions auprès de la clientèle. Ok, oui, donc il y a on va dire une étape de bon, c'est bon, je suis assez prêt pour assurer ce service-là, en exactement. Fait, qui est le métier principal, c'est le Tout métier de service. Le métier de service, exactement. Donc en fait, le métier de sommelier, c'est ce métier de service qui se fait de manière très différente, avec des niveaux très différents. Et d'ailleurs, la question, c'est aussi dans quel type d'établissement on retrouve des sommeliers, parce qu'il n'y a pas des sommeliers dans tous les restaurants, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on a plusieurs établissements qui proposent des services de sommellerie. Pour avoir des sommeliers, il faut avant tout avoir une carte des vins. Donc une belle carte des vins avec plusieurs références. Par exemple, si on a une carte des vins seulement avec une dizaine de bouteilles, on peut demander par exemple à un chef de rang de le faire, d'apprendre quelques notations, et ça peut le faire. Aujourd'hui, quand on a un restaurant, je prends l'exemple par exemple du Bon Georges qui ont plus de 2000 références, qui est un sacré livre, c'est mieux d'avoir des sommeliers qui peuvent avoir le recul sur ça, ou la Bible ne leur fait pas peur. Donc je pense qu'avant tout, il faut avoir un restaurant avec une belle carte des vins. Aujourd'hui, par exemple, dans les étoilés, c'est assez primordial. Aujourd'hui, dans la plupart, on retrouve une carte des vins et c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs types de services. D'avoir le chef de rang qui va proposer les mets, les mettre en avant, et derrière d'avoir le sommelier qui va sublimer l'ensemble avec les vins. Donc je pense que on peut avoir quand même une brasserie, un bistrot, un restaurant gastronomique qui peuvent avoir des sommeliers, mais je pense que la notion première reste vraiment le nombre de vins et également l'offre qu'on veut proposer à notre clientèle. Oui, en fait, c'est pas toujours juste un style de cuisine ou un niveau d'étoile ou autre classement, parce qu'il en existe plein. C'est plutôt à quel point le vin a une importance pour le restaurant et à quel point la carte est diversifiée. Et du coup, il faut quelqu'un qui ait des notions pour le présenter. Tout à fait. Ok, et tu parlais des 2000 références du Bon Georges. Chez Aleno, aujourd'hui, il y a combien de références? On a plus de 1000 références. Ok. On est entre 1000 et 1200. On essaie aussi de la développer pour toujours chercher des petites pépites. On ne dit jamais non à plus de références. C'est un peu notre péché mignon en sommellerie. Mais on essaie de jouer sur différentes régions, également sur les pays étrangers. Et on pourra monter jusqu'à ce qu'on a envie. Et du coup, parce que en fait, là, on passe de
il y a un sommelier dans le restaurant, VS, on passe sur un 3 étoiles, où il y a un commis en sommellerie, un sommelier qui est généralement responsable. Il y a combien de sommeliers, on va dire, ou d'apprentis sommeliers aujourd'hui chez Aleno? Alors, si je prends l'exemple de là où je suis, Aleno Paris, le restaurant 3 étoiles, on est 3 par service. Moi en bas, donc l'apprenti sommellerie, voilà, qui va justement suivre le chef sommelier, prend également quelques commandes, accueillir le client pour les apéritifs. Juste après, j'ai mon collègue qui, lui, est sommelier. Donc, on monte un échelon également qui tient son rang, qui est vraiment là pour accueillir le client du début jusqu'à la fin. Et on est orchestré par Jean-Baptiste Bosque, aujourd'hui, qui est le chef sommelier du Aleno Paris, qui est un sommelier passionné, qui nous apprend beaucoup, toujours des petits tips, avec bien évidemment le ton de l'humour et la décontraction. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur, par exemple, des grands restaurants étoilés, où ça va être vraiment hyper carré, hyper strict. Aujourd'hui, on essaie vraiment de proposer avant tout cette notion de plaisir, de découverte, et de se sentir à l'aise dès qu'on passe la porte du restaurant. Et on est là également pour leur faire découvrir une aventure et des émotions autour de la cuisine Aleno, mais également des différents flacons qu'on partage. Ok, et donc toi, ton rôle, on va dire, dans toute cette orchestration, tu es en apprentissage, donc tu apprends. C'est ça. Mais quelle est ta part de participation? Tu es souvent devant les clients, forcément. C'est ça. De toute façon, ça fait partie de l'apprentissage. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors j'ai la chance, Jean-Baptiste me donne énormément de responsabilités et il me fait confiance, et pour ça, je peux que le remercier. Quand je suis arrivé, ça restait sur la proposition d'apéritifs et des commandes et le suivi du service. Et plus les jours passaient, je prenais une commande d'une table, je faisais également le suivi, je faisais beaucoup plus d'ouverture. Donc en fait, c'est... Qu'est-ce qu'une ouverture, juste pour ouverture d'un vin, tout simplement. D'accord. Et en fait, ça part déjà de fournir un travail qu'on demande au sein d'Aleno. Et après, c'est de la confiance, en fait. C'est aussi du partage. Il voit que je maîtrise bien une tâche, donc on passe à la prochaine. Le rôle de Jean-Baptiste a toujours été de faire monter ses sommeliers, de les faire évoluer au sein de l'entreprise, mais également personnellement. Donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le suivre sur un service complet, de gérer quelques tables. Et c'est vraiment une super confiance qui m'a convié. Et ça fait combien de temps du coup que tu es là-bas? Je suis rentré au mois de septembre, mi-septembre. Ok, oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent, tout à fait. Parce qu'on enregistre à la fin du mois de novembre, parce que ça ne sera pas forcément diffusé au moment où on enregistre. Mais ça permet de donner fin novembre du coup 2023. Ok, et du coup là tu es là-bas pour combien de temps? Pour un an à peu près, pour finir ma dernière année d'apprentissage au sein du brevet professionnel. Ok, donc toi il te reste un an de formation sur les 2 ans. Un an, donc ça fait déjà un an passé. Avant j'étais au Cheval Blanc Paris aux côtés d'Emmanuel Cadieux. D'accord. Décidé de changer pour vivre une nouvelle aventure. Mais le Cheval Blanc était une aventure extraordinaire et je remercie encore M. Cadieux de m'avoir fait confiance pour cela. Et donc là, à peu près, on finit la deuxième année au mois d'août avec des examens qui s'avoisinent au mois de mai-juin. Et c'est quoi les examens qu'on vous... Les examens sont du coup un questionnaire sur les régions de France qui dure à peu près 1 heure. Connaître ses bases, ses appellations et les cépages. Ensuite, on aura de la technique. À peu près 45 minutes, 1 heure, on doit faire une ouverture de vin effervescent en plus du service, ouverture de vin blanc et service, et un décanté et un vin rouge. D'accord. Donc, là, le but est en plus, nous avons la chance d'avoir un commis avec nous. Et là, le but est vraiment de faire le métier de sommelier, savoir gérer son collègue juste à côté de nous. Et également, gérer le temps de service, les différentes températures, la verrerie adaptée. Donc ça, c'est une grosse matinée qui nous attend. Nous avons également dégustation de vin blanc et vin rouge à l'aveugle. D'accord. Et également d'un autre produit. Ça peut être un vin doux naturel, un vin de liqueur, un sans alcool ou tout simplement un spiritueux. Et après, nous avons aussi quelques éléments écrits sur plutôt de la culture générale. Donc, on a toute une panoplie d'examens, mais qui permettent vraiment de savoir où on en est et de valider ou non l'examen. Et alors, il y a 2 sujets du coup qui me viennent. La première, c'est le fait de parler un petit peu de comment s'est passé l'examen que tu as passé, parce que celui qui t'a déjà permis d'avoir ce titre-là. Comment est-ce que ça se passe? Et la deuxième chose, c'est j'aimerais bien parler un petit peu aussi des boissons, parce qu'en fait, on associe toujours la sommellerie au vin, c'est vrai, uniquement au vin, qui est une partie passionnante, j'en suis convaincu, et je crois que les gens le savent. Mais il y a toute une autre partie qui fait partie de l'univers de la sommellerie. On parle de plus en plus des bières, bien sûr, mais il y a les spiritueux qui historiquement sont là aussi, le sans-alcool aussi qui fait de plus en plus son apparition. Mais voilà, peut-être nous parler aussi de cet univers-là. Mais d'abord, si tu peux nous raconter ton expérience de meilleur jeune apprenti. Alors, mon frère l'avait déjà gagné il y a 1 an.
Ok. Voilà, on se suit un peu. On se challenge un peu, non? On se challenge un peu, ça. Et en fait, quand vous commencez à bien connaître le vin, on vous parle des concours en sommellerie. Aujourd'hui, les concours assez connus en France, c'est meilleur sommelier de France et les MOF. Donc meilleur ouvrier de France. Mais nous avons également des concours quand on est plus jeune. L'un des plus connus va être du coup meilleur apprenti de France que j'ai passé. Vous avez également le concours Chapoutier qui est organisé à peu près tous les ans au domaine, qui sont vraiment les 2 concours phares. Il y a également le concours du Sud-Ouest, gagné d'ailleurs par Jean-Baptiste, je permets de souligner. D'accord. Et qui est aussi un super concours. Et en plus dirigé dans la région, donc ça permet de voyager, mettre vraiment en avant cette région. Et un des autres concours est le concours Pessac-Léognan, qui met énormément les vins de Bordeaux en avant, qui a été gagné d'ailleurs par mon frère il y a 1 an. Ah. C'est ça, voilà. Donc, et en plus, ça permet de se challenger, parce que du coup, je prends ce concours en anecdote. Mon frère n'était pas un fan des vins bordelais. Et pour se pousser à les apprendre, il a fait je vais me mettre une limite, je vais aller faire le concours. Comme ça va m'obliger à les apprendre. Et à travers son concours, il a aimé les vins bordelais. Donc, en plus de se challenger, ça lui a permis de, je pense, casser quelques barrières. Psychologique parfois. Voilà, psychologique. Et en fait, en s'intéressant vraiment à la région, en prenant le temps de les déguster, on se rend compte que c'est une région qu'on peut apprécier. Ok. Et donc, pour revenir au concours du meilleur apprenti de France, donc on revient 1 an en arrière, je décide de me challenger. Donc, j'en parle à mon frère, il me fait écoute, vas-y, amuse-toi. Et donc, je m'inscris. Alors, ça se passe en 2 étapes. La première étape, on est au mois de avril-mai, généralement, on passe les sélections, qui sont les sélections départementales et régionales. Et pour aller en national, il faut faire double médaille d'or sur les 2. Donc, être médaille d'or régionale et médaille d'or départementale, et ce qui vous ouvre les portes de la finale. Donc, beaucoup de préparation. À cette époque-là, j'étais au Cheval Blanc Paris. Monsieur Cadieux m'a fait énormément d'entraînement. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de travailler chez moi, j'ai reçu 15 alertes sur mon téléphone. C'était que des dates d'entraînement sur différents sujets. Au début, ça fait OK, on va pouvoir travailler. Petite pression, mais d'un côté, on se dit c'est cool parce qu'on est bien accompagné. Ouais, c'est une chance aussi. C'est une chance. C'est pas le cas de tous les apprentis. C'est ça. Voilà. En fait, ce que je discutais, c'est qu'il y a des établissements ou des écoles qui n'ont pas le recul sur ces concours et ne savent pas vraiment sur quoi se préparer et autres. Ça va changer dans les mois, dans les années à venir. J'ai eu quelques discussions à propos de ça, justement pour accompagner les écoles et les entreprises à mettre en avant ces différents concours. Ok. Et donc, beaucoup d'entraînement au sein du restaurant Plénitude avec Monsieur Cadieux sur le vin, les vignobles, les cépages, les boissons. Donc, grosse préparation à base de questionnaires. Les journées étaient intenses, mais très intéressantes. Pour vous donner une idée d'une journée de préparation, le matin, je me levais aux alentours de 9h. Je travaillais mes cours écrits jusqu'à peu près 14h. Et après, j'allais bosser. Et quand j'entrais le soir, je me faisais un petit questionnaire avant justement d'aller dormir. Et sur les jours de repos, on essayait de faire du coup les ateliers plutôt techniques, la dégustation, les décantages, l'argumentation commerciale. Donc, devoir parler à un client, savoir répondre aux différentes questions en anglais et en français. Et en plus, pour les MAF, on doit préparer une carte des vins de minimum 80 références. Donc, ça permet aussi de se mettre dans la peau. Par exemple, je viens d'ouvrir un restaurant, j'ai envie de construire une carte, donc prendre en compte la législation, mettre le bon nom des appellations, mettre les bons millésimes. Si par exemple des millésimes ne sont pas produits, si on les met sur carte, on peut prendre une petite balle. Mais c'est ça qui est intéressant au MAF, c'est qu'on touche à plusieurs éléments. Et donc les mois approchent, vous recevez un petit message, telle date, à telle heure, les sélections. Petit coup de pression, mais toujours intéressant. Et puis on arrive le jour même. C'était cette année souvent pour les sélections à Paris à l'EPMT, parce que du coup chaque région a un pôle. Justement, par exemple Val-de-Loire, c'est souvent à Nantes où ils font les sélections. Et après pour la finale, on se retrouve tous à un lieu précis. Cette année, c'était à Nantes. Ok. Donc la sélection à Paris à l'EPNT, une journée... C'est quoi l'EPNT ? L'EPNT, c'est une école à Paris. Okay. Je n'ai plus le dénomination exacte, mais c'est une très belle école. Okay. Ils font Bac Pro, BTS, un peu de bachelor, également une mention complémentaire. Okay. Et je soulignerai le travail de Monsieur Le Sieur, c'est lui qui organise chaque année, qui fait un travail... Parce que organiser un concours, c'est une longue journée, où il y a un timing à respecter, il y a énormément de jurys qui sont là, donc beaucoup de choses à prévoir. Il y a des gens aussi, même les jurys sont des gens de qualité, qui ont des agendas un peu un peu bouclés. Et non, en plus on a la chance de recevoir des MOF, des sommeliers par exemple de chez Alain Ducasse ou autres, ce qui permet de vraiment de rencontrer également du professionnel. Et du coup, on arrive, on se présente, on n'est pas très bien, on est un peu stressé, c'est vrai, mais on garde toujours cette notion de plaisir parce qu'on sait qu'on va vivre un grand moment déjà pour nous et on veut faire vivre un grand moment au jury. Et voilà, ils se sont déplacés et un peu comme au restaurant, faire vivre une émotion.
Ouais. Et donc la première étape, un questionnaire, on prend d'une trentaine de minutes. Surtout, ça peut être des questions vignobles, des questions de culture générale. Ça reste souvent des classiques vraiment à savoir. Mais voilà, un jour d'événement comme ça, il y a le stress à compter. Des fois, on a la réponse, mais sur le moment, je ne l'ai pas. Des fois, on l'a au dernier moment. Donc ça, c'est vraiment des moments très sympas à vivre. Ensuite, on part en dégustation de spiritueux à l'aveugle. Le but va être de reconnaître la famille, l'origine, le produit utilisé de base, en à peu près d'une dizaine de minutes pour réaliser cela. On a également une épreuve de culture générale, à peu près 3-4 questions. Ça peut être sur l'univers du vin, sur ce qui se passe un peu dans le monde. Moi, par exemple, ma question, c'était quelle est la typicité géographique des sols de Pétrus ? Voilà, c'est des questions qui peuvent être très pointues, ou alors des questions, par exemple, quel est le dernier meilleur sommelier de France, quel est le dernier MOF. J'avais également alors, est-ce que tu as la réponse à ces 3 questions ? Alors, du coup, Pétrus, donc c'est argile bleue, des creuses de fer. Pour le dernier meilleur sommelier, c'était Xavier Tuza, qui a gagné en 2022. Et la dernière question que j'avais, c'était quel est le dernier restaurant triplement étoilé au guide Michelin? C'était la Marine de Noirmoutier par Alexandre Couillon. Et donc j'avais les 3 réponses. Magnifique. J'étais content, c'est fou, on va passer à la prochaine. Et bien évidemment, on passe à la dégustation vin blanc, vin rouge. Là, le but est de vraiment respecter toute la trame d'une dégustation, tout ça en 10 minutes, et de proposer à la suite accord mets et vin, température de service, carafé ou non. Donc vraiment connaître, voilà, un client vous propose une bouteille de vin blanc, il souhaite que vous la déguster devant lui et répondre à toutes ces questions. Donc déjà une bonne matinée de passé. Et nous avons également l'argumentation commerciale. Donc en fait, vous arrivez devant la table du jury, on vous donne un sujet. Ça peut être par exemple un sujet, voilà, 4 amis viennent dans votre restaurant, découvrir les spécialités de la région qui sont l'Alsace. Vous avez souvent un budget qui peut être illimité ou alors par exemple de 35 € par personne, 50. Avec aussi quelques annotations, par exemple rentre en voiture, dorme à l'hôtel, donc ça peut déjà nous permettre de donner une idée. D'accord, oui. Okay. Donc on prépare en 5 minutes avec notre carte des vins qu'on a préparé, et après c'est comme au restaurant, accueil du client, apéritif, les accords mets vins, et de leur faire vivre un moment parmi nous. Ok. Donc, voilà. Ok, oui. Bon, déjà, je trouve ça très agréable pour 2 choses. Tu transpires vraiment la passion et tu as rendu ça assez excitant en fait. On a un peu envie d'aller se challenger dans un passer le cap. Donc c'est assez sympa. Tu as parlé d'un petit sujet qui fait la transition sur le deuxième sujet que je voulais aborder, qui sont les autres boissons. Tu parlais des spiritueux, vous êtes évalué là-dessus. Exactement. Tu disais voilà quels sont les types de spiritueux, les familles, c'est ça, tu as appelé Exactement le mot famille. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus justement déjà sur les familles? On parle souvent de vin mais un peu moins de spiritueux. Nous parler des familles, nous parler aussi des produits qui sont utilisés pour les spiritueux très rapidement. Faire une présentation on va dire plus ou moins brève mais voilà expliquer ce qu'on peut retrouver. Avec grand plaisir. Alors donc dans les autres boissons, la première va être les spiritueux. On en connaît 2 principaux en France, qui va être le cognac et l'armagnac. Donc ce sont des œufs de vie qui sont réalisés à partir de raisins, souvent du nid blanc ou de Bacchus. Il y a plusieurs variétés selon la région. Et ça va être vraiment les 2 qu'on connaît en France, qui sont après par la suite vieillis en fût de chêne et qui donnent des produits d'exception. Vous avez également aussi à l'étranger, par exemple à Londres, on parle beaucoup du gin, donc à base de baie de genièvre. C'est le même système justement, on va faire distiller cette baie de genièvre qui va nous donner un alcool et qu'ensuite on va faire vieillir ou non en fût. Souvent le gin n'est pas vieilli, mais certaines maisons le font, comme le Yellow Gin qui sont vieillis en ancien fût de Xérès. D'accord. Donc on doit connaître un peu tout ce monde-là, mais surtout connaître les bases, comme par exemple le rhum, la vodka, je disais cognac et armagnac. Et le but est vraiment d'avoir au moins les notions. Ça veut dire, si on parle d'un cognac, qu'est-ce que c'est? Si on vous parle d'un rhum, où ça se situe? Si par exemple on dit qu'un rhum est fait en Allemagne, ça marche pas trop. Mais voilà, pour les spiritueux, c'est vraiment connaître au moins où ça se situe. Le produit de base, rhum, canne à sucre, cognac, armagnac, base de raisin et autres. Ensuite, nous avons les liqueurs. Je pense que la plus connue, faite par des moines, la chartreuse. Oui, bien entendu. Qui sont des produits extraordinaires. Et vu ton sourire. C'est un produit, et je pense qu'à la sommellerie, c'est un peu notre petit péché mignon. D'ailleurs, il y a une chartreuse MOF. C'est ça, qui est officie depuis 2008. Où les moines chartreuses ont voulu mettre le métier de la sommellerie en avant. Donc ils ont réuni des meilleurs ouvriers de France. Je pense à Benjamin Roffet, qui a fait un des derniers tirages de la MOF chartreuse. Et donc est armé justement d'un col bleu blanc rouge qui est une liqueur chartreuse jaune et voilà qui est une très belle bouteille à présenter et un excellent cadeau également pour les fêtes qui arrivent.
Mais donc voilà, donc on va dire ça c'est les 2 produits de base. D'accord. Faut vraiment connaître la différence entre une eau de vie beaucoup plus de puissance et une liqueur. On va justement jouer sur le sucre, où il fait à peu près 100 grammes minimum de sucre dans une liqueur. Après, on doit connaître aussi quelques exceptions. Je pense à la crème de cassis, qui est la tigre à 400 grammes de sucre. Donc en fait, il faut savoir jouer avec toutes ces connaissances, tirer le meilleur, vraiment, et les bases. Si on a une question... Après, c'est comme un service, en fait. Un client nous pose une question, quelle est la différence entre la jaune et la verte pour la chartreuse? C'est ce qu'on va rechercher pour un meilleur apprenti de France. Et je mettrai aussi également, donc si on quitte les spiritueux, aujourd'hui, on parle beaucoup du sans-alcool. Dans le monde du vin, il y a des maisons. Alors, je n'ai plus de nom malheureusement là, mais qui font du thé, mais en forme de bouteille de vin. D'accord. Et j'ai découvert ça au Aleno Paris, et en fait, on rentre dans une dimension où un sommelier doit répondre à toute demande, et souvent, les convives, quand ils ne prennent pas de vin ou pas d'alcool, il y a un peu ce sentiment, ils sont un peu gênés. Voilà, parce que ça fait peut-être aussi partie de l'univers de la sommellerie, et que ça fait partie aussi... de l'ambiance d'un restaurant étoilé. Exactement. On se dit bon plat, bon vin aussi, donc, mais bon bref, je te laisse poursuivre. Non mais c'est exactement ça, où il y a un peu ce côté, justement ils sont un peu gênés, il faut absolument pas. Ce n'est pas parce que vous ne prenez pas de vin qu'on va moins s'occuper de vous à la table, et justement c'est là aussi que notre métier de sommelier est dingue, c'est qu'on doit répondre à toutes ces demandes. Et donc aujourd'hui on essaye de travailler sur des sans-alcool, ça peut être des jus, ça peut être des boissons légèrement gazifiées pour justement un côté un peu plus perlant, ça peut être autour du thé. Moi je sais que Jean-Baptiste fait beaucoup de sans-alcool mais à base d'extraction. C'est-à-dire qu'il va prendre le plat de Yannick Aleno et il va prendre différents éléments pour justement les faire infuser et créer justement un cocktail autour de ces émotions-là. Et j'ai pris des claques sur par exemple, il faisait des jus fermentés à base de sauce soja, de champignons, avec justement un peu de sel fumé, et ça vous donne une boisson qui se rapproche énormément du cappuccino. Et on vous l'apporte à table, vous dites, qu'est-ce que c'est ? Et quand vous goûtez, en fait, il y a un écho entre l'assiette et le vin qui est juste extraordinaire, et ça permet de mettre déjà en avant les différents éléments que prend Yannick Aleno. En plus, il est connu pour ses sauces et ses extractions, donc ça permet de faire un double clin d'œil entre l'assiette et le produit servi. Et c'est ça aussi qui est dingue dans la sommellerie, c'est que tous les jours on apprend. Si on prend par exemple il y a 20 ans, les sans-alcool étaient beaucoup plus mis de côté, et là ça prend vraiment une dynamique qui est dingue, et je pense que c'est important de s'y intéresser, déjà pour nos convives, mais également pour notre culture personnelle. Oui, puis c'est... De ce que je vois aussi dans l'univers du monde du vin, et peut-être même dans la sommellerie encore plus particulièrement, c'est cette excitation de l'apprentissage. C'est ça. Et c'est encore une autre sphère. Bon, déjà que la sphère du vin est un peu infinie, mais ça donne aussi encore plein de possibilités supplémentaires. Bien sûr. Je pense qu'en fait, c'est un métier de passion. Ouais, on a toujours dit la restauration, et du coup, là, la sommellerie, on est des grands passionnés, on est des enfants dans un grand parc de jeux. Et justement, en fait, on apprend tous les jours. Moi, je me rappelle des discussions avec Benjamin Roffet, je le citais un peu avant, qui a gagné meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, pardon. Et il me disait, même après ces concours, en fait, on continue d'apprendre parce que le monde du vin change, les façons de consommer changent, même la verrerie. Aujourd'hui, on a des marques comme Riedel, comme Zalto, qui justement perfectionnent leur style de verrerie. Donc, en fait, la sommellerie ne s'arrêtera jamais de changer. Donc, si on perd cette passion, en fait, on ne peut plus suivre ce fil. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Tous les jours est une nouvelle journée où un vigneron peut nous parler d'un vin qu'on ne connaît pas, on va faire des recherches. Ça existe maintenant, ça n'existait pas il y a quelques années. Et c'est ça qui est juste extraordinaire avec ce métier. C'est marrant du coup que tu nommes un peu Riedel, la transition est toute faite pour les citer, puisque c'est des partenaires aujourd'hui. Pardon. Ce sont des partenaires du podcast aujourd'hui. Très bien. Donc on a la chance d'avoir des verres particulièrement adaptés à toutes les dégustations que nous faisons ici. Et ils sont super bien faits en plus. Et grâce à eux. Et en parlant de verres, en parlant de contenants et de contenu, je te propose qu'on passe à la dégustation. Avec grand plaisir. Tu nous as apporté une bouteille et je pense que c'est intéressant que tu puisses nous la présenter en tant que bouteille. Petite pression, attention. Comme un examen. Hein. Je suis noté. Non. Donc, nous faire une présentation de la bouteille en tant que telle. Bien. Et puis, peut-être commenter la dégustation derrière qu'on va faire. Avec grand plaisir. Pour tous ceux qui n'ont pas le plaisir de déguster avec nous, qu'ils puissent le vivre à travers, la bouche un peu. Voilà, exactement. Sachant que depuis tout à l'heure, on a parlé d'Aleno, des jus, des extractions. Ouais, c'est ça, on commence à avoir faim. Voilà, on commence à avoir déjà un petit peu faim. Bien sûr. En fait, je suis un amoureux de la Corse. J'y ai pu aller 2 fois.
La première fois, c'était au mois de juin. Mois de juin, j'y suis allé pour le concours du meilleur jeune sommelier, où j'ai été invité par l'UDSF. D'accord. Je les remercie énormément pour ça. C'était pour me remercier de mon concours de meilleur apprenti de France, où j'avais gagné régional et départemental. Et pour me remercier de cela, il m'avait invité à suivre l'événement, donc en tant que vraiment que public. Donc j'ai été invité 3-4 jours en Corse, où j'ai fait le tour des vignobles, j'ai dégusté des choses extraordinaires. En plus, j'étais accompagné par exemple de Florent Martin, qui est natif d'Ajaccio, donc qui était invité pour lui en tant que jury. On a pu passer quelques jours ensemble. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais, non, mais en plus, c'est juste des passionnés qui se retrouvent. C'est vrai que ça peut faire peur. On se dit, bah là, c'est des grands messieurs de la sommellerie. Mais en fait, finalement, après, c'est que des passionnés qui parlent entre eux et la discussion se fait naturellement. Et donc, j'aimais déjà beaucoup la Corse. Mais quand j'y suis allé, je me suis dit, ça y est, je peux rester là-bas, je vais construire une maison. Voilà. Et donc, déjà, premier contact avec la Corse qui a été extraordinaire. Et quand je suis revenu, j'ai dit à ma copine, bah écoute, j'ai une idée. Pour nos prochaines vacances, on part 10 jours en Corse. J'ai fait le nord, bien on va faire le sud. Aïe. Elle m'a dit, et c'est une amoureuse de la Corse. Elle m'a dit, bon, elle m'a pris le billet 1 heure après. Donc ça s'est fait très rapidement. Et donc je suis un amoureux et du coup c'est pour ça que j'ai ramené cette bouteille aujourd'hui, pour mettre en avant cet amour que j'ai pour ce terroir. Et donc là, on est sur le domaine Vacchili. Donc ici, on se situe un peu plus au sud, au niveau d'Ajaccio. On est chez Nathalie et Gérard Gourej. J'espère que je le prononce bien. Et donc, ce sont 2 amoureux du terroir que monsieur Gourej, donc Gérard, a pris de son papa. Qu'il a beaucoup voyagé. Donc maintenant, il officie énormément en Corse. Et il fait des vins qui sont juste extraordinaires. Qui est souvent souligné par cette fraîcheur. Souvent on parle d'Ajaccio, on pense des vins très lourds parce que c'est une région énormément bercée par le soleil. Et en fait, c'est des moments d'émotion. Et je me rappelle l'avoir fait avec des amis ou à des clients à l'aveugle. Ils ne partent pas du tout en Corse. Ouais. Et c'est une région qu'on essaie de mettre de plus en plus en avant parce qu'il y a des domaines qui sont incroyables. Si vous allez à Patrimonio, vous avez Nicolas Mariotti qui fait des patrimoniaux extraordinaires. Vous avez, je pense, le plus connu, la famille Arena. Oui, bien sûr. Par exemple, Antoine Arena sur Patrimonio, sur des cuvées qui sont dingues. Et on essaye justement de mettre cette Corse en avant qui mérite vraiment sa place sur une carte des vins. C'était Yves Canarel qui m'avait raconté cette histoire. Il était dans un restaurant, il avait vu ses vins de Corse dans la catégorie vins du monde. Aïe. Et en fait, le sommelier ne savait pas qui c'était. Il fait, vous mettez la Corse. Et du coup, il a dit, là, le vigneron que vous avez mis, c'est moi. Donc, moment amusant pour lui parce que c'était il y a quelques années encore. Mais aujourd'hui, la Corse vient sur le devant de la scène. On est très, très heureux sur ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cette transition aussi avec cette bouteille qui me tient énormément à cœur. J'ai pas mal de ce domaine en cave. C'est notre petit bébé. Voilà, avec mon frère, on partage cette cave. Et j'en ai sorti une pour aujourd'hui, pour l'événement. Et c'est présent sur la carte Aleno aussi? On en a. On a quelques cuvées. On a celle-là en blanc et également en rouge. On a également ces cuvées granit qui sont extraordinaires. Et on aimerait davantage proposer plus de Corse, mais Vacchili est le domaine aujourd'hui qu'on présente sur notre carte. Ok, super. Et je te propose qu'on passe à la dégustation. Mais avec grand plaisir. Je dois dire que c'est la première fois que je sers un sommelier moi-même. Mais c'est très très bien. Magnifique. Si tu veux, on a un service. Alors ce soir, nous avons même un autre enregistrement de podcast, donc je ne pourrais pas me joindre à vous. Mais... Dommage. Ça aurait été avec grand plaisir. Et je te laisse peut-être décrire un petit peu les étapes. Bien sûr. Et puis tout simplement ce qu'on ressent. Enfin, je vais pas t'apprendre ton métier, je crois. Avec grand plaisir. Non, le but, j'ai des clients qui me demandent souvent quand j'ai fait goûter, ils me disent moi je m'y connais pas trop. Et ça. Le plus important, c'est savoir si ça vous plaît. C'est vraiment la notion que j'ai vraiment. On ne va pas vous demander des marqueurs ou alors ce que vous pensez du vin. C'est vraiment vous aimez pas. Est-ce que ça vous transmet l'émotion, simplement. Et ensuite, vous avez la dégustation plus détaillée, ce qu'on fait entre passionnés ou alors des amateurs qui souhaitent développer vraiment ce côté onologie, vin. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Aujourd'hui, on va le faire de façon très simple parce que si on rentre vraiment dans l'univers concours, c'est beaucoup de critères à respecter. Bien sûr. Et il y a une méthode très précise. C'est ça, il y a une méthode très précise, des mots utilisés dans un timing parfait. Et là, vraiment, le but est de faire une dégustation la plus simple possible. Et voilà, comme j'ai dit, le vin, ça permet de se rapprocher, de partager.
Et je pense que c'est le moment parfait pour ça. Avec plaisir. Et petite parenthèse du coup, avant que tu en fasses la présentation, s'il y en a qui veulent voir un peu toutes ces étapes-là des concours, il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur plein de plateformes sur lesquelles on peut voir des concours de sommellerie, même international. Tout à fait. À l'international, pardon. Et c'est passionnant de voir la précision, le vocabulaire aussi, et puis l'ensemble des épreuves, parce que parfois on se dit que c'est uniquement la dégustation, mais il y a toute une partie service, exigence aussi qui est évaluée dans ces concours. On avait la chance cette année de le recevoir à Paris. C'est très intéressant de voir un petit peu comment se déroulent ces concours-là qui sont de très très haut niveau. Et je fais justement un point de transition avec cela. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas du vin et qui regardent des vidéos de sommeliers sur YouTube et ils trouvent ça très impressionnant qu'en fait le vin c'est pas seulement ouvrir une bouteille à partager, c'est qu'en fait il y a tout un univers autour du monde de la sommellerie. Et quand ils voient les épreuves justement de dégustation, de service, comment c'est orchestré, où il y a justement l'horloge qui tourne, où il faut être très précis et rapide, ils trouvent ça hyper impressionnant. Et ils nous voient un peu comme des ovnis. Mais comment vous faites tout ça? Et en fait, c'est de l'entraînement, de la passion. Et c'est vraiment ça. C'est un milieu à part, mais qui est juste extraordinaire. Et on accueille tout le monde avec des grands bras ouverts. Oui, c'est un beau moyen aussi d'intéresser au métier de sommelier. Je pense que moi aussi, je vois de plus en plus de vidéos. Bon, alors, peut-être parce que certains algorithmes ciblent mon intérêt pour le vin, mais on en voit de plus en plus et je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de rendre accessible le résultat, en tout cas, du fait d'être sommelier. Tout à fait. Donc, bref, passons sur la dégustation, je t'en prie. Alors, la première étape qu'on va faire, c'est l'œil. C'est vraiment la robe du vin, vraiment ce qu'on voit dans le verre. Là, par exemple, tu as une robe justement jaune paille avec quelques reflets dorés. Justement, ce qui apporte cette brillance et déjà qui peut nous donner un gain, on sait qu'un gain de fraîcheur, par exemple. Ce qu'on va également regarder, c'est le disque du vin. C'est vraiment cette fine couche que tu vois sur le dessus et qui peut changer par exemple d'un vin à un autre. Par exemple, le disque d'un vin sec ne va pas être le même qu'un vin liquoreux. Donc c'est par exemple une étape qu'on peut regarder. Et ce qu'on va regarder aussi, ce sont les larmes que tu vois qui coulent lentement sur ton calice. C'est vraiment cette fine pellicule. Et ça peut nous donner quelques notions déjà sur le sucre du vin, mais également son taux d'alcool. En fait, tu vois, c'est toutes ces petites nuances qu'on peut regarder déjà rien qu'à la vue, qu'on regarde au concours, mais qu'on peut aussi regarder par exemple à la maison, qui peut déjà nous donner quelques indications sur le vin. Ok. Donc vraiment, là, on a vraiment une présentation générale du vin, donc la couleur, le disque, la viscosité également sur le calice, tout simplement. Ensuite, on va passer au nez, donc sans remuer le vin. Et là, déjà, on peut observer l'intensité du vin. Est-ce que tu as un vin tout de suite qui est très expressif, ou alors qui est un peu plus fermé? C'est vraiment deux styles, tu vois. Par exemple, on a quelques arômes et tu sens qu'il est encore un peu discret, vraiment. Et c'est pour ça qu'on va faire tout simplement... Ça, c'est le geste typique du sommelier. C'est-à-dire que même quand on déguste un verre avec des amis, en fait, notre main fait constamment ça. Et donc, en fait, le but de cette aération va faire entrer le vin avec l'oxygène, ce qui va permettre de développer les arômes et d'avoir justement un nez davantage ouvert. Et tu vois, si on compare avec le premier, déjà, on a un vin beaucoup plus expressif. Bien sûr, oui. Donc déjà, c'est vraiment l'intensité du vin, savoir si justement une intensité plutôt haute, plutôt basse. Est-ce que c'est un vin expressif? Est-ce qu'il peut déjà nous donner une idée par exemple d'un terroir, d'un millésime ou autre? Ce qu'on va après regarder, c'est les arômes, un peu ce qu'on ressent. Moi j'aime bien me faire toujours un schéma. Avant tout, je pense aux fruits. Qu'est-ce qu'on a comme fruits? Tu vois là, j'ai le côté un peu mirabelle, cette pointe d'abricot. Et en fait, après, dès que je me suis trouvé quelques fruits, j'essaie de penser à des fleurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme fleurs? Là, on a ce côté un peu acacia. On a un côté un peu végétal aussi sur l'herbe fraîche, un peu sur la rosée du matin. Toujours aussi cette trame un peu camomille sur le cépage que je n'ai pas dit, que Vermentine. Donc, ça s'appelle Vermentino, mais en fait, en Corse, ils raccourcissent souvent les mots. Ouais. Parce qu'en fait, la première fois que je suis allé en Corse, donc j'allais sur le domaine Clos Canarelli. Et donc, j'en parle avec un natif. Ah, tu vas chez Clos Canarel. Non. Mais non. Ça va pas être le même. Ça va être peut-être ton voisin. Et en fait, il m'explique qu'il raccourcissait énormément les mots. Ouais. Par exemple, nous, en France, on va dire chacarellou pour le cépage rouge, je lui dis chacarel. Ouais. Et donc, la première fois que j'arrive en France et que je leur explique ça, on me regarde un peu. Monsieur, vous avez oublié une lettre et tout. Ouais. Et en fait, il faut tout simplement expliquer qu'il raccourcit certains mots de la vie quotidienne, mais également dans le monde du vin. Et tu vois, même si on est un Vermentino, il y a un petit côté Riesling. Ce côté, alors certains vont dire hydrocarbures. Ouais. C'est un mot un peu banalisant, on va dire, dans le milieu de la sommellerie. Moi, je préfère l'exprimer sur une note vraiment d'agrumes.
Vraiment, tu prends le zeste du citron, ce côté très expressif justement. Et tu vois, j'en parlais avant, cette fraîcheur dans le vin. Tu vois, tu es en Corse, sur des parcelles quand même vraiment ensoleillées, mais tu as toujours ce gain de fraîcheur vraiment souligné. Donc déjà, vraiment, on a un joli nez complexe, vraiment autour du fruit, côté végétal. Et déjà, le nez donne envie de continuer la dégustation. Et c'est pour ça aussi qu'il est hyper important, les gens dépendamment du niveau et de l'intérêt qu'on a envers le vin. Je trouve ça toujours vraiment intéressant de passer du temps à sentir, en fait. Prendre le temps. Bon, alors je dis ça alors que je suis un petit peu enrhumé, donc voilà, mais... c'est la période. Mais c'est la période. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une importance, et même là, même un peu enrhumé, j'ai une diversité d'arômes qui arrivent. C'est dingue. Et ça, pour le coup, il n'y a que l'entraînement, pour le coup, qui permet de les nommer, qui est autre chose que de les percevoir. Pour te donner une idée, quand on commence le milieu du vin, moi, quand je mettais mon nez dans un verre, je disais, ça sent l'alcool. Ouais. Je sais que c'est un produit alcoolisé, et en fait, après, c'est vraiment de l'entraînement où il faut être accompagné, je pense. Par exemple, des gens qui ont l'habitude de déguster, ils disent essaye de ressentir ça. Et par exemple, j'ai un ami qui va dire ça sent la pêche. Ton cerveau va se dire ça sent la pêche, tu vas sentir la pêche. C'est pour ça que les dégustations, c'est bien déjà de les faire de son côté. Quand on est en groupe, chacun sent un peu ce qu'il a et après de le partager. Parce qu'en fait, le cerveau est très influencé par ce qu'on entend autour. Bien sûr. Et donc, en fait, justement, aujourd'hui, on a beaucoup de cours de dégustation. On va vous apprendre. Et même des sommeliers au restaurant qui peuvent justement différencier les différentes arômes. Parce que c'est vrai quand on commence le milieu du vin, qu'on dit qu'est-ce que tu sens, des fois on va peut-être avoir un ou deux arômes, mais c'est toujours compliqué de mettre les mots vraiment ce qu'on ressent. Ceci étant, et je trouve que c'est assez intéressant quand on démarre d'aller dans des dégustations commentées. Exactement. Parce que c'est ça qui donne des marqueurs en fait. Exactement. La fois d'après on ne sentira peut-être pas exactement la même chose, mais ce que je veux dire c'est que d'arriver de sentir un vin et de dire ça sent je sais pas la cerise, le poivre, le côté sous-bois, ce genre de choses. Totalement. Et on va ressentir un autre vin derrière et on va se dire ah oui la dernière fois on avait parlé de ces trois arômes là, je retrouve une similarité, elle vient d'où en fait, et de retrouver, d'arriver à nommer ces arômes là en fait. C'est le but aujourd'hui des cours de dégustation. On va vous apprendre justement des bases comme l'œil, le nez, la bouche. Et selon le cépage, vraiment les arômes primaires qu'on peut avoir dessus. Par exemple, la Syrah, souvent, c'est le côté très épicé. Bien sûr. Ce côté poivre noir, le côté vraiment bacon grillé. Et en fait, après, quand vous allez remettre le nez, vous allez repenser à tout ça. C'est vrai que ça sent le côté grillé. Et en fait, au fur et à mesure des dégustations, votre palais, votre nez va s'affiner et vous allez pouvoir vraiment ressentir les différents éléments. Ça passe par tout simplement de l'entraînement, mais ça vient un moment. Et si vraiment vous voulez justement parcourir ça, les dégustations, c'est la meilleure façon justement de pouvoir déguster un vin, c'est de s'entraîner. Ok. Écoute, ravi. Puis peut-être la dernière étape alors. C'est ça, c'est vraiment l'étape préférée de la dégustation, justement le moment de goûter le vin. C'est le vin qui donne le sourire. Alors, ce qu'on va remarquer dans la dégustation, déjà, c'est l'attaque. Quand je parle d'attaque, c'est quand le vin rentre en contact avec la bouche. Ça peut être une attaque fraîche, ça peut être une attaque sur certains rouges plutôt souples, vraiment très délicate, ou vraiment c'est vraiment ce contact avec la langue et les lèvres. Ce qu'on va remarquer ensuite, c'est le milieu de bouche. Quand tu as ton vin en bouche, est-ce qu'il prend de l'ampleur, est-ce qu'il est plutôt plat, ce que tu ressens, par exemple le tanin que tu as en bouche, donc plus sur les rouges que sur les blancs, c'est vraiment cette sensation du vin en bouche. Ensuite, quand on va justement boire le vin ou alors le recracher comme dans certaines dégustations, on va parler de la finale. Ça veut dire qu'est-ce que tu ressens après avoir bu ou alors recracher le vin. Est-ce que c'est une sensation saline qui te fait saliver? Est-ce que c'est quelque chose d'assez frais? Est-ce que c'est un profil plutôt robuste où tu sens encore justement ce vin qui est présent par sa puissance et les tanins? Donc c'est vraiment les trois étapes majeures de la dégustation, donc attaque, milieu et finale. Ce qu'on va rechercher après, c'est les arômes par la rétro-olfaction. C'est un mot très compliqué. Et en gros, la rétro-olfaction, c'est les arômes que tu as lors de ta dégustation. Par exemple, tu bois, ça me fait penser à l'abricot, à la pêche. Souvent, sur certains champagnes, on a un côté, comme je disais, très salin. Ce côté vraiment de sapidité au niveau de la bouche, ça nous fait saliver, ça ouvre l'appétit. C'est vrai que je dis souvent que le champagne est un détonateur de plaisir, surtout sur l'apéritif, ça ouvre les sens. Et donc vraiment, les arômes que tu ressens par la rétrofaction. Et on va finir par la longueur en bouche, qu'on appelle les caudalies dans le milieu du vin. C'est-à-dire, tu as bu ton vin,
tu ne l'as plus en bouche, pendant combien de secondes tu as encore cette sensation et les arômes du vin? Ça peut être de 3 à 4 secondes et beaucoup plus sur certains grands vins. On dit souvent que par exemple les grands bourgognes sur les grands crus, même si vous buvez le vin, au bout de 10 minutes, vous avez encore cette sensation du terroir, du cépage en bouche. Donc en fait, tout dépend du vin, du cépage, du terroir, également du vigneron. Mais voilà, donc vraiment les étapes majeures, donc attaque, milieu, finale. Rétroflexion, donc les arômes et la longueur en bouche du vin. D'accord. Et alors, je vais te poser une question quand même, parce que c'est aussi le rôle du sommelier. Tu l'accorderais avec quoi, toi, ce vin? Déjà avec des copains. Parce que j'ai toujours un vin, c'est fait pour être partagé. On est là justement pour mettre en avant un terroir, mais c'est toujours mieux de le partager. Moi, je dis toujours souvent qu'une bouteille, c'est pas seulement un vin, c'est une histoire. Parce que derrière cette bouteille, juste ici, derrière cette étiquette, il y a un homme, il y a une femme, il y a un terroir, il y a un métier qui peut être très difficile. Je pense à 2021 où beaucoup de vignerons ont perdu énormément de leur récolte. Ça peut être des moments très durs à vivre. Donc c'est important déjà de mettre le vigneron en avant. Donc c'est pour ça que je dis les copains, c'est vraiment leur transmettre, ou alors même aux convives, leur transmettre cette histoire, cette passion que prend le vigneron. Et pour l'accorder, tu vois, là on est en période un peu de la Saint-Jacques. Ouais. Tu fais une Saint-Jacques juste légèrement rôtie sur le dessus pour apporter justement un peu de croquant, mais gardant l'intérieur fondant. Avec, tu fais un jus à base de lait de Kersbastard, qui est une petite ferme justement de Bretagne où le monsieur a à peine 20 vaches, donc c'est quand même assez confidentiel. Et avec ce lait, tu vas aussi faire pocher ta Saint-Jacques, donc pour garder justement quelque chose d'assez gourmand. Avec, tu rajoutes quelques salicornes pour le côté salin du vin. Et si tu es gourmand, tu mets un fleuron chaud à côté, donc c'est comme une petite brioche que tu parfumes à l'anis pour le côté végétal du vin. Et donc avec ce fleuron chaud, tu pourras tremper dans la sauce à Saint-Jacques. Et pour les fêtes, sur une entrée, ça peut être top. Je te propose de passer en cuisine. Ah ouais, là-bas. Non mais voilà, en plus avec les vermentines, tu vois, même sur des viandes blanches, justement des volailles justement un peu rôties, tu peux t'amuser. C'est vraiment des cépages qui ont de la texture, mais toujours ce côté salivant, fraîcheur. Donc tu peux jouer sur des poissons, sur des plats avec un peu plus de robustesse. C'est pour ça que j'adore, tu vois, si sur ton plat, tu veux rester dans l'univers du poisson, tu te fais un tronçon de bar cuit vapeur pour justement garder une chair tendre. Et avec, tu peux te faire un truc tout simple, une mousseline de pommes de terre pour apporter cette gourmandise et cette rondeur au vin. Et tu peux vraiment t'amuser sur différents styles et profils. C'est ça qui est top avec les domaines d'Ajaccio, par exemple. Eh ben écoute, c'était passionnant d'avoir toutes ces étapes-là, d'avoir ce commentaire aussi de dégustation, et puis l'accord mets et vin. On comprend aussi dans ces moments-là le rôle du sommelier, parce que je trouve que y a ce rôle-là aussi de donner envie, qui est 100% reflété sur le moment présent, tu vois. Enfin, en tout cas, je sais pas si nos auditeurs ont le plaisir de le ressentir, mais moi, on a ce moment-là où on se dit, ok, c'est parti. Alors, on a envie. En fait, quelques Saint-Jacques, on est parti. La spontanéité que ça provoque, c'est quand même assez important. J'avais envie de parler aussi de souvenirs, parce qu'il y a il y a un vrai métier de mémoire aussi. Voilà, il y a deux mémoires, il y a la mémoire immédiate et la mémoire ancienne. La mémoire immédiate qui permet de comparer les vins en direct, et la mémoire ancienne qui permet de se souvenir des vins qu'on a dégustés. C'est ça. Qui est assez complexe. Et je me demandais quels étaient ou quels étaient tes plus grands souvenirs de dégustation. C'est toujours difficile de choisir, je sais. Il y en a quelques-unes. Et en plus de ces grandes dégustations, je dirais quelle est ta dernière découverte? Ok. Alors, parce que je les raconte souvent, j'ai 3 gros souvenirs de dégustation. Le premier, c'était quand j'officiais au Jules Verne, le restaurant étoilé de la Tour Eiffel. Je me rappelle, soirée vraiment chargée, beaucoup de monde, on court un peu, vraiment une soirée intense, mais comme on les aime. Et puis, je suis en train de prendre une bouteille à l'office, et un de mes collègues me dit, tiens, goûte ça. Ok, je suis un peu dans le jus, je fais pas gaffe, et là, je mets le nez, je fais, ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je goûte. C'est quoi ça? Donc après, le métier m'appelle, donc j'y retourne. Et même quand je sers, je dis, qu'est-ce que c'est? Et j'ai ce souvenir qui me reste en tête. Je me dis, mais c'est grand, c'est extraordinaire. Et je vais voir mon collègue, et je fais, excuse-moi, il faut que tu me dises ce que c'est, parce que ça, j'ai envie d'en acheter 3 caisses et tout. Et là, il monte la bouteille, c'était un Hermitage de chez Jean-Louis Chave en 2001.
Ok, ouais, une très belle année 2001 pour. En fait, une année passée sous les radars. 99, pas 2000, énorme. Ouais, juste ça, avant, okay. En plus c'est mon millésime, donc ça peut plus être énorme. Non, en vrai, et 2001, et waouh, j'avais jamais goûté d'Hermitage. J'avais beaucoup entendu parler de Jean-Louis Chave, qui est un des pionniers de la région. Et c'était une dégustation qui me reste, et je me rappelle encore du goût du vin. Et en plus, je venais de commencer, ça faisait 3-4 mois, j'avais commencé à la sommellerie. D'accord. C'est génial ce vin. Et j'en cherche un peu. J'en ai une en cave, je suis très content. De 2001 Pas de 2001, non, de 2009, ça va. Bon, c'est pas une mauvaise année non plus. C'est une bonne année, c'est une très bonne année. Donc je suis content et j'adore ce vigneron. Le travail qu'il fait est juste extraordinaire. Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, j'espère un jour. Mais c'était mon premier gros souvenir de dégustation. Le deuxième, parce que j'ai eu la chance de déguster au domaine en fait. D'accord. Il y avait un domaine que j'appréciais beaucoup, c'était à Bourgueil, donc en Vallée-de-la-Loire, c'est le domaine de Bel Air. D'accord. Donc par la famille Gauthier, Pierre et Rodolphe, donc Pierre le papa et Rodolphe le fils. Et c'était un domaine que je voulais absolument faire, que j'ai réussi à faire avec quelques amis. Et quand on est arrivé, on a été reçus par Rodolphe, on avait tout dégusté en cuve, c'était vraiment un moment de partage extraordinaire. Et pendant qu'on déguste, il y a son papa qui arrive, donc déjà en fait. J'étais trop heureux. Et là, genre, monsieur, et puis on discute. Il fait écoutez, prenez votre voiture, je vais vous montrer les parcelles. Donc on fait, et là on arrive dans la parcelle du Clos Nouveau, juste à côté de sa maison. Wow. Après, il nous emmène sur le Grand Mont. Et il nous dit écoutez, c'est pas fini. On va sous le Grand Mont et en fait, il a sa cave du vieillissement là-bas. Et là, on arrive une cave extraordinaire avec énormément de fûts qui reposent et là on a dégusté sur fût avec lui sur des Clos Nouveau 2019 sur les dernières années extraordinaires. Donc là on prend une claque énorme et là il me fait attendez je reviens. Il revient avec une bouteille, pas d'étiquette, rien, grand paf qui résonne dans toute la cave. Je me dis c'est extraordinaire et c'était un Grand Mont de 90. Wow. Et en fait c'est à tout ce moment de partage, c'est un monsieur qui est extraordinaire, qui est un amoureux du vin. En fait, j'avais l'impression d'être avec mon grand-père. On était des petits-enfants à Disneyland. On écoutait tout ce qu'il disait, pour nous raconter n'importe quoi. C'était incroyable. Et ça, c'était pour moi le deuxième grand moment d'émotion. Parce que je pense que la meilleure façon de déguster, c'est au domaine avec le vigneron, où il nous racontait toute l'histoire, ou les années un peu moins bien. Et c'est un monsieur qui est d'une gentillesse extraordinaire, qui a vraiment pris son temps dans une journée qui était très chargée pour lui. Et vivre ça... Après, quand vous partez du domaine, vous remettez tout de dire question. Juste y rester pendant des heures encore. Et ça, c'était ma deuxième grosse émotion. Et la toute dernière, c'est en Corse. Okay. Et avec un domaine que tu connais bien maintenant, parce qu'il se situe sur cette terre. J'avais entendu parler de une des plus belles cuvées de Vacelli, qui est la cuvée 174. Granit 174, c'est une parcelle de Chacarel que Vacelli fait. Il fait à peu près 500 bouteilles par an, donc c'est très réduit. Et j'en avais énormément entendu parler, ma copine avait déjà goûté, j'étais un peu jaloux. Et on va dans un restaurant et elle est sur carte. Je me dis, je suis en Corse, je suis pas loin d'Ajaccio, je pense que c'est le moment pour goûter cette cuvée que je voulais absolument. Ouais. On me le sert et je suis déçu. Je suis déçu, je fais, ouais, on en a parlé, mais... ok, c'est bon, mais on a parlé comme si c'était... Ouais. Et ma copine a fait, attends. Ok, j'attends, tout ça. Elle me le resserre en carafe et je fais ah ok. Ça y est, il parlait pas en fait. Ça y est, et donc je discute avec le sommelier qui est un natif de Corse. Il me fait en fait ce vin il faut l'attendre. Et c'était 2020, c'est encore trop jeune pour le boire. Et là je goûte, ça n'avait rien à voir quand j'ai goûté. J'ai pris ma claque. J'ai demandé s'il en avait une de rester que je peux prendre pour chez moi. Il en restait une, je l'ai pris. Je suis très content d'avoir en cave et c'était waouh. J'avais jamais goûté un vin comme ça. J'avais goûté du Chacarel, mais là c'est une carte à part. Ça avait ce côté un peu Porto, tu vois, il y a un peu réduit, avec beaucoup de complexité du corps, mais toujours ce gain de fraîcheur que fait Vacelli. Et waouh. En plus j'étais en Corse, bien ce côté parfois aussi un peu salin qu'on trouve. C'est ça, voilà, c'est ça. Même sur les rouges, on trouve aujourd'hui, je pense au domaine du Père Benoît, Anne-Sophie qui fait ça en Vallée du Rhône. Sur son domaine, elle a la pluviométrie du Sahara. Ok. Donc il pleut presque, pas du tout. Et elle vous fait des syrahs salines, énergisantes. On les met en ce moment en accord sur le Rouget au restaurant Léno Paris. Et à chaque fois que le client en sent, il fait vous mettez un verre noir, on peut partir sur un vin blanc. C'est ce qu'une cliente me disait. Et c'est là où on dit que en fait, c'est le terroir, c'est le vigneron, c'est tout ça qui est extraordinaire. Et ouais, je dirais que c'est ma dernière grosse émotion. C'est Granit 174 de Vacelli. Je le porte dans mon cœur. J'ai dit à mon chef sommelier, j'aimerais bien en avoir sur carte pour justement les proposer à notre clientèle qui pourrait faire des accords extraordinaires.
Donc je dirais que c'est mes trois grosses émotions du vin pour le moment. Et ma dernière découverte, je suis tombé amoureux de l'Allemagne. Okay. Sur des cabinettes. En fait, l'Allemagne a un niveau, une pyramide avec différentes gammes pour les vins sucrés. Le moins sucré va être les cabinettes. Et c'est sur des Riesling. Donc tu as la fraîcheur, le côté acidulé et agrume du Riesling. Mais à la fin, tu as un léger sucre résiduel qui t'apporte une gourmandise. Et c'est extraordinaire. Je pense que le plus connu aujourd'hui va être Egon Müller. Ouais. Qui fait un travail extraordinaire. Après, tu as Prum qui suit de très près. Ouais. J'ai dû en déguster une fois, mais tout début. Mais tu sais, quand tu es au tout début. On est au niveau de la Moselle. Exactement. On est au niveau de la Moselle, sur des Riesling. Tu gardes cette tension du Riesling qu'on aime bien, sur vraiment le côté exubérant, sur le pamplemousse, le citron. Et à la fin, tu as ce sucre qui t'apporte cette gourmandise. Et ça, en termes d'accord, tu peux t'amuser sur du sucré salé, sur du sucré, même à l'apéritif, tu vois, tu fais des tapas un peu justement sur cet univers, mais tu te régales. Et maintenant, je vends que ça. Quand un client me demande un sucré, cabinette Allemagne. C'est parti. Voilà. Et d'ailleurs, j'en fais une, j'ai la chance de faire une Egon Müller avec mon frère à Noël. Au moment du dessert, on en a une en cave et je pense qu'on va l'ouvrir. Ça va être un beau moment. Magnifique. Voilà. Bon bah écoute, c'est passionnant en vrai parce que en fait je trouve que la passion transpire jamais autant que quand on parle de ces souvenirs-là. Il y a une émotion qui est vécue et c'est souvent un peu le travail du sommelier aussi que d'essayer de la transmettre. C'est notre métier premier. Quand mes amis me demandent qu'est-ce que c'est le métier de sommelier, ma première réponse c'est de transmettre une émotion. Parce que dire vendre du vin, c'est pas vraiment ça. Alors oui, on vend du vin, si on prend vraiment le base, c'est vendre du vin. Mais pour nous, à travers une carte des vins, c'est de sortir le bon flacon pour la bonne personne au bon moment. Et à travers cette équation, faire vivre une émotion. Moi, je pense que le meilleur compliment qu'on puisse avoir, que ce soit une bouteille à 20 € ou alors un grand cru qui peut avoisiner plusieurs milliers d'euros, c'est quand le client te dit que le vin était super. Donc, c'était vraiment... quand il déguste, il fait « Oh oui, c'est exactement ce que je voulais ». Ça va faire plaisir à moi et à mes convives. Et je pense que c'est la meilleure émotion qu'on puisse avoir. Ah, c'est chouette. Et alors, du coup, tu vois, quand on discutait, je me posais une question. On a parlé de souvenirs de vin. Est-ce qu'il y a un souvenir d'accord, mais vin, que tu as ? Ah, c'est une très très bonne question. Parce que c'est assez différent. Parfois, le vin uniquement marque. Et il est tellement incroyable qu'on se souvient du vin comme quelque chose d'extraordinaire. Mais parfois, on fait des accords, mais vin. Qui marque aussi, le vin est grand, le plat aussi, mais il y a une rencontre qui se fait qui est absolument extraordinaire. Ah, c'est une bonne question. J'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, c'était avec un ermitage encore, mais cette fois-ci de chez Jaboulet sur la cuvée La Chapelle. Donc sa grande cuvée en rouge. Et ma mère avait fait, parce que ma mère adore cuisiner, elle nous avait fait ce qu'on appelle une bûche d'or. En fait, c'est comme un roast beef. Elle avait fait avec justement un jus réduit sur le poivre, un peu cannelle. Du coup, une viande nappée avec quelques pommes de terre grenaille, quelque chose de très simple. Et on avait sorti une bouteille d'Hermitage. Et là, l'accord était super parce que tu avais la note poivrée de la Syrah dans ton verre. Et après, cette viande justement très fondante, mais toujours cette note vraiment sur les épices. L'accord était sublime. C'était vraiment un super moment de partage avec mes parents et mon frère. Et le deuxième, c'est... Donc il y a quand même une belle appétence familiale. Parce que on aime les belles tables. Les deux frères qui sont en sommellerie et les parents qui aiment bien manger aussi. C'est ça, voilà. Nos parents nous ont toujours appris à aimer les bonnes choses. Par exemple, ma mère a toujours eu un potager, on avait toujours des légumes de saison à table ou alors des fruits. Elle nous a vraiment offert cette transmission, je dirais, vraiment sur la gourmandise et la gastronomie. Et en plus, mes parents voyageaient beaucoup parce qu'ils étaient dans l'aviation. Donc, mon père me ramenait des produits étrangers. C'est peut-être pour ça qu'aussi j'ai maintenant cette passion pour le cigare. Mais il ramenait pour lui des cigares cubains. Bon, après, j'avais 12 ans. Je fumais les cigares à cet âge-là. Ça aurait été un peu... ça aurait été sympa. Donc, je pense qu'il y a toute cette culture aussi que mes parents m'ont transmis. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Mais je pense que ça vient avec l'âge où on assimile et ça ressort plus tard. Et le deuxième accord, c'était chez mon chef sommelier. Il nous avait invités avec l'équipe chez lui et il nous avait fait un agneau. Oh là là. C'était délicieux, c'était fondant, il y avait le côté herbacé, c'était rempli de gourmandise. Et il avait sorti un Vaqueras de chez Emmanuel Reynaud en 2014, qu'il avait ouvert le matin même.
Et là, déjà, on prend une claque sur la dégustation parce que ça nous fait penser à Châteauneuf, mais pas totalement. Il y a quelque chose d'atypique. Quelque chose d'atypique, et quand il monte la bouteille, on est toujours très content de goûter les vaqueras de Monsieur Reynaud, qui sont extraordinaires. Et l'agneau, elle est parfaitement avec. Donc, en fait, je pense qu'aussi, c'est pas seulement ce qui se passe dans l'assiette, mais ce qui se passe autour de l'assiette. Je pense que si tu as beau avoir la meilleure assiette du monde et le meilleur vin, si tu es dans une cave un peu cloisonnée, tu vas pas prendre. Alors que là, si tu es sur une belle table, il y a vraiment une bonne ambiance, ça rigole bien. On a déjà ouvert quelques flacons avant qui sont incroyables, donc on a déjà vraiment une transmission qui a été faite. Et au moment du plat, on est tous heureux d'être là, on passe un super moment, donc la corde ne peut être que super. Je pense que en fait, pour moi, un très bon accord mes vins, c'est qu'il faut prendre tout ce qui est en compte. Oui, il y a il y a l'ambiance, les personnes, et c'est pas uniquement le plat et le vin qui se jouent. Mais bien sûr. Bah, écoute, je te remercie pour ce moment d'échange. C'était passionnant. Je trouve ça extraordinaire de voir cette passion transpirer quand tu en parles. C'est vraiment plus qu'évident. On a envie d'aller au restaurant, on a envie de déguster. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est la première mission que vous avez d'ailleurs, je pense. Donc, c'est ça, bien sûr. Mais non, en tout cas, faites-vous inviter chez des sommeliers. Généralement, ils cuisinent bien et ils ont des belles bouteilles. On n'est pas mauvais. On se débrouille. Mais avant tout, échanger avec eux parce que c'est quelque chose de passionnant et ils ont un vrai pouvoir de transmettre ce qu'ils vivent aussi auprès des vignerons. Puisque tu en as parlé un petit peu, mais voilà, tu te déplaces aussi pas mal dans les vignobles et c'est ça qui est aussi extrêmement important. On essaie. Et bien écoute, je te remercie Dimitri. Merci beaucoup à toi Nicolas, encore une fois. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.